Parfait. Bien, et ben, bonjour Sabrina Palumbo. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview dans le cadre des activités de la PTCCB autour du mois des femmes. Et donc, un événement pendant lequel nous mettons en avant les femmes qui s'engagent pour la psychologie, pour la santé mentale, pour la lutte contre la stigmatisation également, ainsi que pour les TCC en particulier. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à toi et à vous. Merci. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, alors Sabrina Palumbo, donc j'ai aujourd'hui 43 ans. Je suis thérapeute ACT, formatrice et je fais du conseil dans la santé mentale. Je suis aussi auteure de plusieurs ouvrages, notamment sur les troubles alimentaires, dont j'ai moi-même souffert. Donc j'ai un long parcours dans la maladie, avec de multiples hospitalisations. De tout ça, j'en ai fait, j'ai transformé ces savoirs expérientiels en savoirs, je les ai hybridés, comme on dit. Donc, j'ai acquis des compétences via la formation, mais via aussi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, accompagner, notamment dans le domaine associatif au début. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là-dedans. Maintenant, ça fait 10 ans que j'officie, on va dire, dans la santé mentale, sur toutes les questions aussi, justement, dont tu parlais, de déstigmatisation, mais aussi des droits fondamentaux, qui sont des sujets qui me sont chers, hein, de par mon vécu et de par, je pense que c'est important de travailler dessus pour faire bouger les lignes. Que dire d'autre? Je suis une ancienne sportive, j'ai fait pas mal de sport. D'ailleurs, je suis toujours sportive, mais en tout cas, j'étais sportive au niveau national quand j'étais jeune. Et donc, l'anorexie a justement débuté par un régime dans le cadre du sport, en fait, pour améliorer mes performances sportives. Ça aussi, c'est un sujet qui m'est cher et j'ai renoué avec ça sur mon chemin de reconstruction, de rétablissement. Je ne fais plus de compétition, évidemment, mais quoique je pourrais. Mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, une valeur forte. Je pense qu'on parlera peut-être des valeurs, puisque avant de devenir moi-même thérapeute ACT, je l'ai expérimenté en tant que patiente. C'est une approche qui m'a beaucoup parlé. Je me lance dans un monologue. Hein. Non, mais au contraire, tu as raison, parce que justement, je pense que l'acte intéresse beaucoup, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de thérapie de troisième vague, que ce soit du côté de la mindfulness ou du côté de la thérapie des schémas, mais ACT, paradoxalement, reste relativement peu connu et peu pratiqué, j'ai le sentiment. Donc, au contraire, je pense que c'est très bien que tu puisses en parler, et que tu puisses en parler à la fois en tant que personne qui l'a testé et approuvé, j'ai envie de dire, mais aussi en tant que personne qui pratique. Oui, je vais prêcher la bonne parole. Allons-y. Donc, effectivement, c'est on va dire que des professionnels de santé, en particulier des psys, qu'ils soient psychiatres, psychologues, j'en ai vu pas mal dans ma vie. Tous ne m'ont pas aidée. C'est une façon de dire les choses de manière un petit peu positive. Il y a des approches, à défaut de faire du mal, parce que j'ai connu la psychiatrie lourde et dont je suis sortie complètement, très meurtrie, et qui, pour faire très simple, le résultat, c'est qu'un an après, j'étais à nouveau dans la maladie. Enfin, on va dire le lendemain où je suis sortie d'un an d'hospitalisation sous contrainte. Mais c'est surtout que j'ai mis 6 ans à refaire confiance au corps médical et donc à renouer avec les soins. Donc, à défaut de faire du mal comme ça, il y en a certains professionnels, j'ai envie de dire que je n'ai pas trop vu l'impact, l'intérêt. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas aidé, en tout cas, ça m'a soutenu, mais pas, j'y trouvais pas mon compte. Vers les années 2011-2013, là, je me sentais mieux. Pas complètement guérie, mais en tout cas, j'avais fait du chemin, on va dire, par rapport à la maladie, et c'est là où j'ai eu vraiment cet élan de faire quelque chose de ce vécu. Donc, j'ai quitté une entreprise où j'étais salariée en CDI, j'ai fait ce pari de créer une association, d'écrire mon premier ouvrage, et c'est là où j'ai aussi réengagé une démarche avec les soins, au départ avec un médecin généraliste qui m'a beaucoup aidée, et ensuite j'ai franchi assez rapidement la porte d'un psychologue, psychanalyste, qui m'a aidée dans le sens où déjà, je me suis sentie écoutée. C'était déjà un gros plus. Et puis, ensuite, j'ai fait plusieurs thérapies, et dont une plus orientée ACT, où j'ai pu faire un travail notamment sur mes valeurs. Et effectivement, c'est là où, je vais en revenir à nos moutons, hein, mais après ce long détour, mais c'est là où ce travail-là a fait vraiment sens pour moi,
où je me suis rendu compte que aussi l'acte, finalement, la philosophie de l'acte, je me sentais très, très, très en accord. C'est aussi le moment où très vite j'ai découvert aussi l'approche rétablissement en santé mentale, où j'ai suivi le cursus santé mentale dans la communauté auprès du CCOMS de Lille et avec le Psychom, avec qui je collabore depuis des années. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, finalement, l'approche rétablissement, mais aussi l'acte, quelque part, c'était ce que je faisais. De dire, bon, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, je ne vais pas le changer, je ne vais pas retirer mon année en psychiatrie où j'étais enfermée dans une chambre de quelques mètres carrés. C'était vraiment un bon gros trauma pour le coup. Mais qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que je peux faire malgré ça? Eh ben, j'avais créé cette association, j'avais écrit mon premier livre et je me dis, voilà, j'ai engagé des actions vers quelque chose qui a du sens. Donc finalement, je suis en train de pratiquer l'acte. Et à partir de là, j'ai très vite aussi gravité dans le petit monde des TCC de troisième vague, on va dire. Je me suis retrouvée aussi impliquée dans une association avec 2 médecins psychiatres, Jean-Christophe Seznec pour ne pas le citer, et Yasmine Liénard. Et donc une association qui avait pour but de promouvoir la pleine conscience de manière laïque et dans des endroits un peu à Paris, sur les marches de l'Opéra, à Place de la Madeleine. Donc c'était assez incongru, mais c'était vraiment une chouette aventure. Ouais. Et pareil, à force de côtoyer tout ça, je me suis dit, mais en fait, au bout de quelques années, je me suis dit, mais en fait, je commence à bien connaître, donc ça serait peut-être bien que je commence à me former. Et c'est là où j'ai fait effectivement la porte d'une première formation avec Jean-Christophe, et ensuite avec Yana Grand, notamment pour faire de l'acte appliqué au TCA, aux troubles alimentaires. Et depuis, je suis dans une démarche de formation continue. J'ai passé un DU de pleine conscience, qui est donc l'un des processus qu'on travaille en acte. Et voilà, ça a du sens. Super. Et pour finir, peut-être pour finir, et je sais que tu as d'autres questions à me poser, mais du coup, je fais de l'accompagnement en individuel. Je forme aussi aux troubles alimentaires. Et oui, je pense que, on va peut-être parler de la pérédance, mais que le fait d'avoir un vécu c'est un gros plus dans ma pratique. Je ne dis pas que ça fait tout, mais c'est un gros plus, notamment quand tu cherches quand tu es dans vraiment créer du lien, établir le lien avec des personnes qui sont parfois aussi meurtries de leur parcours. Et quand je propose l'acte, je sais que, je ne vais pas dire que ça marche à tous les coups, mais il y a quand même quelque chose qui se passe, parce que c'est des patients, notamment dans les troubles alimentaires, qui ont très souvent des hospitalisations, des rechutes, un peu inscrits dans ces parcours-là, où ils se disent, finalement, j'en reviens un peu toujours au même point, qui sont parfois un peu désespérés aussi. Alors, je ne vais pas faire des grandes généralités, mais souvent, il y a une sorte d'essoufflement. Et là, j'arrive en leur proposant autre chose que, effectivement, une approche où je vais parler du poids de la nourriture et tout ça. Je vais m'inscrire en complémentarité avec des psychologues, des diététiciens qui vont faire ce travail-là, mais moi, du coup, j'arrive avec autre chose et qui souvent, quand même, voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui fait sens pour les patients qui sont souvent, notamment l'anorexie, dans une sorte de quête un peu existentielle avec beaucoup de choses autour des valeurs. Eh ben, écoute, c'est très bien parce qu'en fait, tu as devancé ma question. C'est-à-dire que justement, moi, j'allais rebondir un petit peu sur l'acte en disant que justement, je trouvais que c'était super intéressant comme approche pour le coup, parce que c'est vrai. Alors, encore une fois, moi, c'est pareil. Je veux pas parler pour tous les psys, mais en tout cas, quand j'ai appris, voilà, dans le cours de mes études ou même dans d'autres formations, par rapport aux prises en charge autour de tout ce qui a été trouble des conduites alimentaires, c'est vrai que, en fait, on tourne uniquement, comme tu disais, autour de l'acte alimentaire finalement, ce qui est peut-être pas super productif, on va dire, étant donné que c'est un peu réduire la personne à ses troubles finalement, et c'est finalement mettre en lumière uniquement justement le TCA, alors que finalement, on a la personne derrière, où est-elle? Et justement, elle est peut-être un peu trop derrière. Et donc, justement, j'avais envie de te questionner un peu plus sur finalement, est-ce que tu pouvais nous donner en quelques mots comment tu utilisais justement l'approche ACT et la complémentarité peut-être avec éventuellement d'autres soins, mais finalement, tu y as plus ou moins déjà répondu. Alors, j'ai envie de te dire, est-ce que tu veux compléter du coup par rapport à la première réponse que tu as déjà fournie en amont? Je crois que je vais surtout compléter, je ne sais pas, mais je vais rebondir sur ce
que tu dis parce que Ouais. c'est exactement ça. Le trouble alimentaire, c'est tellement la partie émergée de l'iceberg que effectivement, on a l'impression de focaliser et des fois de cristalliser en fait certaines choses, de réduire la personne à son symptôme. Et c'est parfois très, très compliqué parce que la personne, justement, c'est un des travails en acte, ça va être justement la diffusion, le fait de se distancier et la personne ne sait plus déjà qui elle est en dehors de la maladie. C'est ce qui fait aussi peur pour les personnes, c'est qui suis-je si je ne suis pas anorexique, si je suis pas… Et donc d'avoir ce truc-là où effectivement tout le monde leur parle de ça, je pense que c'est de passer à côté de tellement de choses et de la personne, effectivement, qui elle est derrière ce symptôme, quoi. Donc, alors c'est là où des fois, je vais pas… c'est là où des fois le travail… Moi, je travaille pas dans une équipe, pour le coup, en milieu hospitalier. Je peux travailler en complémentarité. Je vais être franche, c'est que des psychologues qui m'appellent, des diététiciens, oui, on travaille en lien. Des psychiatres, il n'y en a aucun qui m'a appelé. Donc, des fois, ils savent que je suis dans la boucle, mais il y a ce truc où des fois, la prise en charge des troubles alimentaires, c'est quand même très… on reste sur le trouble. C'est comme si tu… Alors, je ne sais pas si ça va répondre ou compléter, mais ce que j'ai pu observer, c'est qu'au début de mon investissement, notamment associatif, je suis allée à tellement de colloques, de rendez-vous, de choses autour de ça, qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais on tourne en rond. C'est très bien, mais en fait, c'est toujours la même chose. On sait très bien décrire le trouble. C'est quoi une anorexie? Tac, tac, tac. Ça remplit tel critère. C'est quoi la boulimie? C'est quoi? Mais en fait, on en ressort avec, mais en fait, c'est quoi? C'est quoi vraiment? Comment l'expliquer vraiment? Qu'est-ce qui se joue vraiment, en fait? Et j'ai envie de dire, peut-être que là-dessus, pour le coup, je répondrai à ta question, mais que l'anorexie, pour prendre ce trouble-là, qui est un des plus connus dans les troubles alimentaires, c'est pratiquement, je dis parfois que c'est pratiquement tout, sauf un problème de poids et de nourriture. Et c'est ça qui, des fois, est un peu compliqué avec d'autres soignants où on sait qu'il faut quand même le travailler. Et oui, en acte, je vais proposer aussi des choses par rapport à l'acte alimentaire, mais parfois, et moi, c'est aussi ce qui m'a aidée, c'est en fait, comment dire ça? Parfois, enfin, une question qui revient souvent, c'est quoi le déclic? Comment tu t'en es sorti? Il y a des gens qui répondent, bah, le déclic, ça a été voilà, la crise de trop, là, je me suis dit, c'est plus possible. Mais finalement, pas tant que ça. Et moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce que finalement, plus j'engageais des actions engagées vers mes valeurs, vers ce qui avait du sens, et plus, sans que je m'en aperçoive, le trouble finalement s'est décollé. Et à un moment, j'ai regardé derrière moi en disant, bah, en fait, ça fait combien de temps que je ne me suis pas pesée, ça fait combien de temps que je n'ai pas fait de crise, enfin, je fais dans les grandes lignes, hein, parce que voilà. Mais globalement, c'est un peu ça, c'est plus on me lâchait la grappe avec le trouble alimentaire, plus j'ai pu en fait devenir celle que j'avais envie d'incarner. Voilà, si je fais des choses comme ça. Donc l'acte, c'est un peu ça. C'est oui, il y a des choses qu'on va pouvoir travailler un peu plus spécifiquement sur le trouble alimentaire. Je suis aussi coach, on va dire coach spécialisé. Donc j'ai fait vraiment une formation de coaching appliquée au trouble alimentaire, mais je me sentais un peu limitée par le coaching, évidemment. Enfin, évidemment, parce qu'avec les troubles alimentaires, on est dans de la souffrance, donc on est dans de la thérapie. Mais le coaching va me permettre de travailler certains points. Donc oui, pour travailler certaines choses, le coaching et se fixer des objectifs, ça va être très intéressant. Mais encore une fois, la plupart de mes accompagnements, finalement, le trouble alimentaire, on n'en parle pas tant que ça. Ouais. Et peut-être que justement, c'est ça aussi qui fait que, j'ai envie de dire, peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça marche, entre guillemets. C'est peut-être parce que justement, on s'adresse à la personne et on s'adresse plus au trouble, ou pas que. C'est exactement ça. Ouais. Alors, c'est quelque chose de curieux, c'est que des fois, les personnes, alors je ne sais pas s'il faudra couper, mais des fois, j'ai envie de dire que j'oublie le trouble. Quand je dis j'oublie, c'est que la personne peut être anorexique boulimie, enfin, mais oui, en début d'accompagnement, on fait un petit peu le point et par exemple, la personne qui va se faire vomir 6 fois dans la semaine, bah déjà, si on en arrive au bout d'un moment qu'elle vomisse 1 fois, 2 fois dans la semaine, évidemment que c'est un indicateur et que c'est important à prendre en compte et que de temps en temps, je check. Mais ouais, pour dire les choses, c'est que j'en oublie parce que je ne m'adresse pas à une personne, je ne m'adresse pas à une anorexique. Je vais m'adresser, je vais prendre un nom au hasard, à Marie. Et c'est qui Marie, en fait, en dehors de son trouble? Et ça, je pense que ça fait effectivement, ça soulage déjà les personnes quand on vient s'intéresser à elles. Moi, c'est ça qui m'a fait du bien, c'est de s'intéresser, d'avoir des personnes qui s'intéressaient à moi et qui me faisaient confiance. Ils m'ont fait confiance avant que moi, je puisse me faire confiance.
Dis-moi justement, puisqu'on a commencé à parler un petit peu de tes engagements, est-ce que tu peux nous en dire plus parce que tu as eu et tu as toujours d'ailleurs énormément d'engagements associatifs, même tu es marraine de plusieurs associations. Alors, est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire justement voilà, comment c'est arrivé ces différentes activités, comment ça se conjugue aussi actuellement pour toi? Alors, le point de départ, ça a été une émission de radio. Mhm, Euh, donc, j'étais encore en entreprise et mhm, j'avais ce projet d'abord de livre. Ce projet-là, il est né en 2006-2007 lors de ma longue hospitalisation. Et c'est un infirmier que j'appelle dans mon premier ouvrage, mon ange infirmier, qui m'avait demandé ce que je voulais faire si je m'en sortais. J'étais dans un état gravissime quand il m'a vu. Donc j'avais émis, j'ai un profil très web, donc je voulais créer un site internet, ce genre de choses. Puis à un moment, j'avais évoqué l'idée d'un livre et il avait eu un petit sourire. Et puis voilà, c'était resté dans un coin de ma tête. Et au moment où ça a commencé à aller mieux, je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment de. Donc, j'étais dans ce truc-là où j'avais commencé un peu à écrire et j'entends cette émission de radio avec un papa qui avait perdu sa fille d'anorexie et à l'époque, Barbara Leblanc, qui est une écrivaine aussi qui a écrit sur son histoire. Et cette émission, je l'ai trouvée super chouette. Et j'ai contacté Monsieur Bruno de Beaurepaire en disant, voilà, je vous ai entendu, ça m'a beaucoup touchée. mhm, Et là, il faut créer ton association. Donc, Bruno, c'est un papa qui a perdu sa fille d'anorexie, qui en a fait son combat. mhm. Il crée des associations, il est très, c'est quelqu'un qui m'impressionne, hein, vraiment. Voilà, il est très dévoué à la cause et je pense qu'il a fait bouger beaucoup de choses. Donc là, très vite, je me suis retrouvée un peu dans le truc. Très vite, voilà, Mhm, auteur, créer une association. Ah, j'ai dit à mon entreprise, non, là, il faut que, voilà, j'ai des projets, donc voilà, on va voir. Et je me suis lancée là-dedans. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait 2 ans et demi d'associatif. Donc, mhm, l'association est parrainée par le professeur Michel Lejoyeux, qui est psychiatre addictologue, qui a aussi préfacé du coup mon premier ouvrage. Et puis, l'association s'est un peu cassé la figure pour des raisons que je n'aurais pas envie d'évoquer, mais mhm, l'associatif fait ce qu'il est. On fait aussi beaucoup de chouettes rencontres et puis des moins chouettes. mhm, Et puis ensuite, oui, je suis revenue justement, il y a eu une scission d'associations et un regroupement d'associations. Donc ça, c'est la petite popote hein, dans l'associatif. Et Bruno, voilà, qui avait créé les associations qui s'appellent Solidarité, Anorexie, Boulimie, SAB, mhm. D'accord. Oui. euh, m'a dit, voilà, pourquoi tu ne marrainerais pas les associations SAB? Et j'ai fait, oui. Et donc, je me suis retrouvée la première marraine d'eux, il y en a depuis. Et voilà, quand tu parlais de mes engagements, il y a eu aussi l'engagement avec S'asseoir ensemble, qui était l'association Mhm. de la pleine conscience, qui a fait des petits. Ça s'était même répandu à Bogota, notre histoire de Ah S'asseoir. ouais, d'accord. C'est Je chouette. savais pour la Bretagne, parce que voilà, la Bretagne, ça vous gagne, voilà. Voilà, Euh, donc, Bogota, c'est coucou un à peu plus Jean-Christophe qui peut-être exotique. nous écoute. Ouais, ouais, c'est un mouvement qui avait pris et Voilà. c'était Mhm, vraiment une chouette aventure. Ça n'est plus. Alors peut-être que ça va un peu se relancer. En tout cas, moi, ça me dirait bien parce qu'effectivement, il y a eu un moment où tu me disais mes engagements actuels, ils sont beaucoup moins engagés parce que mhm, j'ai eu d'autres soucis sur le plan plus personnel et ouais. familial qui font qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Mais il y a eu ça, puis il y a eu une association de thérapeutes à Clamart où voilà, on proposait des conférences, des ateliers, mais on va dire sur le mieux-être, ce qui faisait sens aussi, puisque j'étais du coup dans vraiment la promotion de la santé. Ça aussi, j'ai un peu mis en stand-by. Donc voilà, je reste pour l'instant marraine, mais je fais moins d'associatifs qu'avant. Mais quand il y a besoin d'apporter une petite pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, comme là, je le fais peut-être ce soir en témoignant, Mhm, je le fais volontiers, tout ce qui peut aider à faire connaître, reconnaître, à mhm. déstigmatiser, à aider les personnes à sortir de l'isolement. Parce que je pense que tu connais bien ça. Mais Ouais. les personnes, voilà, on a beaucoup ça, et notamment auprès des familles. Moi, j'ai vraiment encore beaucoup de familles qui me contactent parce qu'ils sont très démunis. Et les SAB proposent des groupes de parole, des choses comme ça pour les proches. Et j'oriente énormément parce que les personnes sont déjà prises avec la maladie de leur enfant qui prend des fois toute la place et que des fois, elles ont besoin elles-mêmes de pouvoir tenir le cap. Mm, Et c'est ce que proposent ces associations qui sont des petites associations sur le terrain qui font un petit travail de fourmi, mais qui est extrêmement précieux et extrêmement complémentaire à ce qu'on peut proposer en tant que professionnel. Donc mhm. voilà. Ouais.
Mais super parce que, effectivement, je pense que ça peut être, précieux. Alors pour les familles, parce que c'est vrai qu'on a tendance certainement, à les oublier, mais aussi, je reviens encore là-dessus, bon, encore une fois, je suis pas diplômée, de la semaine dernière, ça va commencer à faire, 15 ans, mais bref, c'était pas il y a un siècle non plus et j'ai fait partie de cette génération, de soignants à qui on a appris que, fallait couper absolument avec la famille parce que c'était elle, qui était, Ah la oui, responsable de tout et justement, alors j'espère que, les mentalités évoluent, que ce n'est plus enseigné de cette façon-là, mais justement, je trouve que c'est précieux de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir justement, offrir ce terrain, pour les familles. Parce que, outre le fait qu'à mon avis, elles doivent être bien malmenées, heu, voilà, par certainement des personnes qui ont été formées avec cette vieille, pensée, mais même il y a aussi une autre chose, c'est que, tout ce qui est trouble, des conduites alimentaires, malheureusement, bah, ça fait aussi que ça isole quelque part socialement. Voilà, bien j'ai sûr. envie de dire, on n'est pas français pour rien. Voilà, les moments d'instant de repas, c'est aussi des moments, de communication, sociale et à partir du moment où les conduites alimentaires sont touchées, bah, le lien social malheureusement se distend avec les autres et bah, oui et ça contribue aussi à l'isolement et à mon avis aussi au renforcement peut-être du mal-être, un peu pour la personne concernée, mais aussi pour, ses proches, quoi. Donc je trouve que justement c'est important de pouvoir, bah, les accueillir et puis qu'ils puissent avoir ce terrain d'écoute, quoi. Bah, j'ai envie Mmh. de il y a 2 choses que j'ai envie de dire ou peut-être 3. Mmh mh. Heu, Vas-y. déjà, premièrement, par rapport à la perte de lien social, je vais Mmh. commencer par Vas-y. là. Oui, la maladie isole et on Mmh. la soigne en isolant. Mmh mh. Donc Oui. c'est très, mais par rapport à ça, j'ai envie de dire qu'il y a effectivement les conséquences du trouble par rapport à la société, mais je vais revenir sur le côté, se faire malmener, notamment pour les familles, mais il y a quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est que je me suis isolée, moi, avec la maladie. Mmh. Je suis tombée malade à l'âge de 17 ans. Mes copains à ce moment-là de lycée, bah, c'est le moment où tu commences à partir, faire ton année de césure, à ci, à ça. Puis moi, j'étais un peu avec mes troubles et voilà. Et je partais pas parce qu'à ce moment-là, bah, non, j'étais malade, donc en plus me couper de ma famille, enfin, c'était pas possible et j'ai eu des Mmh mh. gros regrets par rapport à ça, mais c'est vrai que c'était avec la maladie, c'était très compliqué. Ces copains-là, je les ai un peu revus, perdus de vue, revus, enfin et à un moment, je leur ai dit, je leur en voulais. Je leur ai dit: «Mais vous m'avez, laissé tomber, en fait» et ils m'ont dit Mmh mh. quelque chose aussi de très juste. Ils m'ont dit: «Non, c'est pas nous qui t'avons laissé tomber, c'est toi qui t'es coupé de nous». C'est-à-dire, on ne savait plus Mmh. comment et ça, c'est aussi très vrai. C'est-à-dire que la personne va aussi se couper d'elle-même et donc on peut pas complètement enfin, il y a quelque chose, et en même temps, il y a quelque chose où effectivement, dans la société, des fois, moi, je le vois beaucoup en salle de sport où je me dis: «Mais tout le monde ferme les yeux, Mmh. personne réagit». Pour l'anecdote, j'ai en salle de sport, j'avais donné une fois ma carte d'association à une jeune femme qui était en train de se tuer sur sa machine, il faut dire les choses, comme elles sont. Hem, C'était complètement hors contexte, Mmh. de quel droit, mais je lui avais juste vraiment, sans plus, elle m'a rappelé 2 ans après. Elle Ouais. avait gardé la carte et elle était prête 2 ans après, donc comme quoi, des fois, de Mmh. de faire aussi l'autruche, voilà. Donc c'est une invitation à aussi, voilà. Ma famille, oui, s'est fait malmener aussi. Clairement, ma Mmh. mère peut encore en témoigner aujourd'hui. Alors oui, moi aussi, j'ai une histoire qui date, hein. C'est ce qu'on m'a fait parfois comprendre, mais finalement pas tant que ça et surtout mon témoignage, il est ce qu'il est. Hem, il se complète bien avec une amie avec qui j'interviens en binôme et du coup, on a des expériences très différentes de l'hospitalisation, mais du coup, pour montrer aussi que voilà. Mais je vais pas, falsifier mon témoignage pour dire quelque chose que les Mmh. soignants ont envie d'entendre. Clairement, j'ai un témoignage, un un vécu avec les soins qui a été, épouvantable, en fait. Mmh. Et surtout des témoignages comme ça, malheureusement, il y en a encore, pléthore aujourd'hui. Donc on va pas faire, tout est beau, hein. Oui. Il y a des choses pour le coup, pour rebondir sur ce que tu disais, heureusement Mmh. qui avancent aujourd'hui et là je reprendrai, les propos de mon cher Alain Peyroux qui au contraire, on sait que les familles, oui, font partie, du problème, mais enfin c'est pas sympa de dire ça comme ça, mais Mmh. faut aussi se responsabiliser. Donc je pense que Ouais. oui, il y a un travail de responsabilisation où chacun doit aussi prendre part à voilà, à, on va dire le problème, mais font aussi partie de la solution et aujourd'hui, on sait qu'il faut impliquer les familles dans les Mmh. accompagnements. Est-ce que c'est fait? Pour le coup, il y a, oui, des soignants qui hésitent pas à dire que, bah, non, c'est compliqué avec la famille. Mmh. Donc ouais, malheureusement, hein, ils sont encore parfois sur la touche et quand j'ai des personnes qui me contactent, c'est, parfois ça va pas plus loin que: «On veut savoir ce qui se passe».
on veut comprendre. En fait, notre fille, là, Mmh. voilà, on l'a coupée. Alors, on comprend bien que c'est dans son intérêt, que là, mais on n'a pas d'infos. Et c'est ça qui est Mmh. difficile, en fait, c'est que ce qu'ils demandent, mais ce qui demande du coup du temps aussi aux soignants, qui n'en ont peut-être pas forcément ou pas toujours, de faire, voilà, quand il faut s'occuper de la personne malade et transmettre les infos et gna. Donc, mais des fois, les familles sont juste en demande de ça, j'ai envie de dire, mieux comprendre pour mieux guérir ou mieux Mmh. accompagner. Et juste de pouvoir comprendre ce qu'on propose, ce qu'on fait, et que ça ait du sens pour eux aussi. Et Ouais. effectivement, comme tu le dis, de pouvoir aussi être soutenu. Je dis parfois qu'ils aimeraient tellement faire plus. Ça revient en mode, la culpabilité, elle est là. Mmh. Qu'est-ce qu'on a loupé pour que notre enfant soit malade, enfin, notre enfant, notre ado, notre proche soit malade? Qu'est-ce qu'on a mal fait, pas assez? Voilà, stop. Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, de mieux? Et des fois, je dis, bah, chacun sa place. Vous êtes le proche, le petit ami, le parent. Ben, déjà, vous êtes là. La présence, c'est un médicament. Donc, déjà, tenir toi-même le cap, c'est des fois la meilleure façon d'aider. Donc, Ouais. bah, déjà, rencontrer peut-être des personnes. euh, et je fais beaucoup de détours, mais pour dire que les Mmh. choses évoluent aussi, avec notamment l'arrivée des pères aidants. Moi, Mmh. le service de Sainte-Anne, la CMME, ont embauché une père aidante. Je pense qu'elle est médiatrice santé-père. Cette annonce, on me l'a envoyée 6 fois, 7 fois, en disant: «Ah, je pense à D'accord. toi». Et non, j'avais pas spécialement envie d'aller dans une équipe, de soins telle que ça, mais je Mmh. trouve ça bien, par contre, qu'effectivement, il y ait des choses qui puissent se faire avec la réserve de: «Attention à la pérédance un peu caution», où la personne potentiellement va on a des pérédants qui: «Oh, je vais partir dans des trop longs détours, je suis désolée». Non, non, mais au Hem, contraire, parce que tu vois, là, pareil, tu es en train d'anticiper ma question. Donc, c'est absolument alors génial. je te laisse Voilà, c'est la communication télépathique. Voilà, parce que ça allait être non, justement je une te de mes laisse la questions. poser, sinon moi je vais Vas-y. partir sur des sujets où je suis passionnée, donc Ouais. je vais pas m'arrêter, donc je préfère te laisser poser la Bah, alors, question. d'accord. Alors, dans ce cas, j'y vais. Donc, c'est vrai que la péridance, alors, étonnamment, en fait, c'est inscrit dans les textes réglementaires depuis déjà, plus de 20 ans et finalement, ça se développe, assez récemment, j'ai envie de dire ou en tout cas, c'est connu, alors du grand public, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas si le grand public est si informé que ça, donc ça se trouve la vidéo va servir justement à ça. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que dans le domaine des soins, ça a d'abord été, bon, assez «connu» entre guillemets pour les maladies, somatiques, donc beaucoup moi, j'en ai entendu parler pour la première fois dans le cadre du diabète, par exemple. Mais après, j'ai vu que Oui, ça se faisait aussi pour tout ce qui est maladie rénale, pour le cancer, tout ça. Et finalement, pour les maladies plus, qui touchent plus à la psychiatrie, eh bien, j'ai le sentiment que ça se développe, mais relativement récemment. Et pour le coup, j'ai envie de dire, c'est vrai que ça peut être aussi un «défi» entre guillemets. Bon, bah, déjà, quand voilà, pour soi-même de se dire, voilà, après ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai envie de me lancer justement? Comment est-ce que je peux me lancer en tant que, voilà, dans une activité de père aidant? Quel genre de formation, il me faudrait? Ainsi de suite. Et puis après, les autres défis, j'ai envie de dire, bah, et voilà, ce serait aussi comment trouver sa place dans une équipe et après peut-être, comment est-ce que je peux naviguer un peu comme tu disais par rapport à, finalement, bah, quelle est ma place qu'on me donne? Est-ce que je sers, comme tu disais, un peu à faire «caution» entre guillemets et est-ce que je ne me retrouve pas prise au piège quelque part dans un rouage, dans un système? Parce que malheureusement, les institutions peuvent broyer et les personnes qui sont, hospitalisées, mais également, les membres des équipes, de soins, heu, qui parfois ne sont pas du tout, voilà, ne s'en rendent pas compte qu'elles sont en train de se faire broyer justement dedans. Et en même temps, bah, voilà, en tant que père aidant, comment est-ce que je m'adapte aussi moi-même dans ma pratique, dans mes accompagnements, vers qui est-ce que je me tourne? Vers la personne concernée, vers la famille, vers, est-ce que je fais du lien après vers les équipes, vers des associations, enfin ainsi de suite. Bon, du coup, ça me fait une énorme introduction avec plein de questions. Donc voilà. Donc je te laisse un petit peu rebondir et puis, répondre, à celle qui t'inspire. Voilà. Mais surtout ne te sens pas gênée, je pense que c'est un mmh. sujet important qui va intéresser certainement beaucoup de monde. Ouais, non, là, on ouvre une boîte de Pandore, je crois, Mmh. mais je crois même qu'il faudra refaire une vidéo parce que la pérédance, c'est D'accord. un sujet tellement, Mmh. j'ai fait ma 1re, formation sur la pérédance l'an dernier dans un EPSM, qui Mmh du mh. coup, je la redonne en avril. Ils étaient satisfaits, donc c'est chouette. Mais il y a de quoi dire effectivement. Alors, comment dire? Ça, c'est beaucoup dans le domaine, on va dire psy, parce que je suis d'accord sur les Mmh autres mh.
et on était plus sur la pérédance, c'est le terme très générique. Donc déjà, derrière pérédance, il y a beaucoup de choses. On va parler des patients experts, des médiateurs santé pairs, des patients partenaires, des proches partenaires, enfin, il y a beaucoup de choses. Le terme pérédance est le terme vraiment très générique. C'est quelque chose qui s'est surtout fait connaître dans les pays, enfin au Canada, dans les pays anglo-saxons. Dire que c'est nouveau, oui et non, parce que finalement, la pérédance, elle est vraiment arrivée. Alors, elle a existé de tout temps. On ne va pas revenir sur tout ça. Enfin voilà, elle a existé. On en fait tous de la pérédance, il y a ça aussi. Mais finalement, le programme Médiateur Santé Père est arrivé en 2012, si je ne me trompe pas, en France. Donc, tu vois, ça fait déjà plus de 10 ans. Il y a effectivement une sorte d'emballement. Là, ces dernières années, moi, j'ai exercé en tant que médiatrice santé père dans une équipe médico-sociale. Donc, j'ai exercé la pérédance de manière professionnelle sans être diplômée en pérédance. Ce qui fait que je me suis fait retoquer quand j'ai voulu faire une équivalence pour être, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, pour être éduc-SP, et on m'a envoyé vers la licence sanitaire option MSP. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai exercé de manière professionnelle en tant que médiatrice. Des diplômes, je ne les mets pas tous sur mon CV. Je ne crois pas que la licence, en fait, j'ai envie de la faire. Donc ça existe voilà, depuis 2012. Mais il y a quelques années, sincèrement, tu cherchais, enfin, tu parlais d'Apple Emploi, que tu cherchais un métier de travailleur pair, parce que c'est ça le vrai terme, en fait, travailleur pair. Ta conseillère ou ton conseiller te regardait avec des yeux ronds. Là, maintenant, tu te connectes des annonces, médiateur santé pair, père aidant, il y en a partout. Donc oui, ça se développe. Ça se développe. Mais avec ce truc-là, comme tu dis, cette espèce de peut-être de piège des fois, parce que j'ai l'impression, j'ai écrit un ouvrage aussi pour faire connaître, hein, donc je suis peut-être un peu désillusionnée de la pérédance, dans le sens où moi, je pense que pour moi, ça a été une sorte de tremplin, donc je suis très contente d'avoir expérimenté ça. Parce que déjà, je l'avais expérimenté dans le cadre associatif, ou quand j'en ai entendu parler, la pérédance, le rétablissement, l'empowerment, ok, c'est ce que je vis. C'est ce que finalement, j'en fais déjà. Donc, je vais peut-être, voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu être intégrée dans une équipe sur la base de mon parcours, donc sans diplôme. Mais du coup, ça a été, au bout d'un moment, j'ai ressenti ce que tu décris, c'est-à-dire ces institutions qui finalement m'avaient enfermée, étaient en train de me réenfermer. Moi, je me sentais à nouveau enfermée parce que, alors déjà, j'étais dans un dispositif, le chez-soi, c'est déjà un petit peu alternatif, hein. Donc déjà, en tant qu'équipe, on est parfois vu un petit peu de manière, bon, ce que vous faites, c'est bien gentil, mais on travaille le rétablissement à partir de logements. Et moi, dans l'équipe, je voyais des psychologues déboucher des toilettes ou des infirmiers monter des armoires. C'est quoi le principe de la multiréférence? Et c'est vrai que c'est assez particulier, que ça se, voilà, par rapport à d'autres professionnels, ça pouvait paraître un petit peu, mais c'est très chouette, une très chouette expérience. Mais du coup, moi, en tant que médiatrice, et on était deux à ce moment-là dans l'équipe, et là, je commence des séances d'analyse de la pratique professionnelle auprès du chez-soi. C'est assez marrant d'y revenir, cette casquette-là. On était deux, et c'est vrai, quand on allait voir du coup des partenaires institutionnels notamment, c'était notre premier 1, petit 1, vous venez du chez-soi, bon, voilà. Petit 2, vous êtes médiatrice. Bon, et là, tu sentais que c'était, allez, c'est bon, quoi. Donc, en fait, j'étais à nouveau vue sous le prisme de la maladie, et que ça, en fait. Donc là, au bout d'un moment, alors je m'étais donné quelques années, finalement, c'est parti plus tôt que prévu, parce que j'avais envie de… Mais du coup, je pense que c'était aussi un tremplin pour aller vers autre chose, en me disant, OK, c'était bien, mais là, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et surtout, tu parlais des défis, on en reviendra, mais ce truc-là de dire, bon, OK, j'ai cette expérience, j'ai ce savoir expérientiel, mais quand même, à côté, moi, mon cabinet, on va dire, de coaching ou de libéral, je l'ai ouvert sur fin 2014-2015, j'ai peut-être aussi d'autres choses, des outils dont je me suis appropriée, et que du coup, je ne suis peut-être pas que père aidante. Et c'est ce truc-là où c'est un petit peu… je crois que je vais encore anticiper une question. Mais du coup, il y a ce truc-là où certains pères aidants, d'ailleurs, m'ont un petit peu reproché mon positionnement. Il faudrait un peu savoir si tu es côté usager, aminité ou professionnel. C'était ce truc où finalement tu nous abandonnes un peu. Les professionnels pour qui j'avais toute cette démarche de témoignage, parfois j'avais un peu l'impression d'être une sous-professionnelle parce que j'étais vue encore sous le prisme d'eux. Donc, je suis où? Donc, il y avait ce truc-là. Mais et ça fait partie des défis dont je pense que tu vas me poser une question.
Mais du coup, la paire danse, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y en a, je pense, c'est une vraie vocation et du coup, il y a aucune critique de ma part. Je pense qu'on peut vraiment en faire son métier et se dire, bah, c'est mon truc, c'est ma fibre et j'ai envie d'en faire mon métier à vie et je pense que c'est très bien. On a aussi quand même bon nombre de pères aidants qui, au bout d'un moment, se disent, bon, ok, j'ai fait ça. Et ça m'a aidé, en fait, parce que la père aidance, Mhm. c'est un échange qui fait que tu, en aidant les autres, tu t'aides aussi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre comme ça où on s'apporte mutuellement, je pense, et qui se disent au bout d'un moment, bah ouais, bah, j'ai envie de passer aussi un petit peu à autre chose. Et je pense que c'est très bon Mhm. signe aussi. C'est aussi signe que ça va mieux en profondeur, je pense. Euh, il y a beaucoup de cas de figure et je terminerai là-dessus avec ce sentiment qu'en France, la pérédance, elle est un petit peu Mhm. diluée. Si on reprend vraiment la naissance de la pérédance avec tous ces mouvements un peu des survivors aux États-Unis, tout ça, c'était quand même très militant, Mhm. très sur la défense des droits et tout ça. Et en France, bah, moi, je ne m'y retrouve pas complètement. Ou alors on tombe dans les trucs anti-psychiatrie, ou alors la pérédance, elle est la pérédance à la française, moi, je trouve qu'elle est un petit peu diluée avec ce truc de ce que tu disais. J'essaye de reboucler, Ouais. de refaire la boucle, de un peu caution, bah, dans une équipe, les médiateurs sont là pour remettre en cause parfois la pratique, mais ça peut être très difficile, voire casse-gueule. Et je pense que les premières promos, on les a un petit peu, promotion de médiateurs, on les a un petit peu envoyées au casse-pipe parce que déjà, il fallait remplir des quotas et du coup, voilà, voilà, je donne trop de détails, Non, non, mais mais enfin, du je coup, pense que ça fera écho au vécu de personnes. Voilà, je pense de pas mal de gens. bon, je sais pas, mais en tout cas, il Mm. y a ce truc de que parfois ça peut être très, très, très compliqué Mm. pour un père aidant, je vais prendre le terme générique, mais de se dire, bah là, en fait, votre pratique, là, moi, ça me heurte parce que j'ai vécu des trucs qui font là, c'est pas bien ce que vous faites. Pour Mhm. dire les choses. Et puis, bah, c'est dur de se faire le porte-parole, de faire du plaidoyer face à une équipe qui parfois en plus est persuadée peut-être de bien faire. En tout cas, c'est un rôle qui est difficile. Ouais. Et on peut potentiellement se retrouver et j'ai échangé avec des perdants où c'était le cas, c'est pour ça que je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais en tout cas, Mhm. j'ai eu ça, où des gens se disaient, bah, au bout d'un moment, je me suis aperçue que j'en arrivais à cautionner des pratiques avec lesquelles je n'étais pas d'accord, en fait. Mm. Mais ça peut arriver, j'ai envie de dire que ça peut arriver pour tout type de professionnel d'ailleurs, Mm. où on se dit des fois le droit de retrait, est-ce qu'il est vraiment applicable et tout ça, c'est des questions mais qui sont peut-être exacerbées avec la pérédance où il y a ce truc en tant qu'ancien patient, c'est voilà. Je ne sais pas si je vais arrêter, mais Non, je non. parle. Mais tu vois, moi, je pense que justement, là, enfin, je pense que tu touches justement là un point qui est important, c'est-à-dire finalement les enjeux éthiques, tu vois. Et je te rejoins effectivement pour le coup enfin, pour avoir aussi observé comment ça se passe. Alors, je reste un peu de loin parce que c'est pas, voilà, je suis plus en institution pour des raisons qui m'appartiennent, je dirais, même si ça doit se deviner à ce que j'ai pu dire précédemment. Mais en gros, voilà, pour avoir observé un peu de loin comment ça se pratique en France, comment ça peut se pratiquer aussi au Québec, je suis assez, enfin voilà, je te rejoins assez sur le fait qu'effectivement en France, nous avons une certaine culture institutionnelle qui fait, Ouais. je pense, que cela limite énormément l'autonomie et même, je pense, l'indépendance qui est nécessaire aux gens. Et quand je dis aux gens, je dis ça d'une façon très globale, c'est-à-dire finalement que ce soit pour les médiateurs, que ce soit pour les pairs, que ce soit pour les psychologues, pour les médecins, pour les infirmiers. J'ai le sentiment qu'on est beaucoup dans un tout institutionnel encore très totalitaire, euh, au sens de voilà, l'institution gère tout, entre guillemets, exige que l'autre se plie à l'institution et au finalement, je pense que là, effectivement, on se retrouve un peu malgré soi à être embarqué là où on n'a peut-être pas forcément envie d'aller et vers des choses qui ne sont peut-être pas en conformité avec les valeurs qu'on portait au départ ou qu'on attribuait à sa position. Et là, encore une fois, je le dis d'une façon, à mon avis, très générale, voilà, pour tous les professionnels. Et voilà, et je te rejoins assez sur le fait que oui, peut-être effectivement que certaines personnes doivent être un peu désillusionnées à un moment donné en se disant mais moi j'avais tel projet, j'avais telle valeur, j'avais telle éthique et finalement je me retrouve bloquée dans quelque chose qui n'est pas ce dans quoi je me reconnais quoi. Mm. Voilà, alors du coup c'est moi maintenant qui dérive,
Mais voilà, et mais ça nous ramène un peu à ce que tu disais au départ sur justement l'acte, parce que je pense que là aussi, quand on est dans un contexte un peu de souffrance professionnelle comme ça peut valoir le coup de se re-questionner sur finalement quelles sont mes valeurs à moi. Est-ce que là où je suis, ça correspond encore? Oui, non. Et à ce moment-là, comment est-ce que je m'engage justement pour pouvoir sortir un peu de cette boucle coincée, quoi. Du coup, là, tout à l'heure, tu nous parlais du programme, c'est Housing First, enfin, Oui, voilà, tout mais à du coup, un chez soi d'abord, quoi, c'est ça? Voilà. fait. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Alors, rapidement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Parce que pareil, moi, j'ai le sentiment que un chez soi d'abord, finalement, j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça existe, mais j'ai l'impression que c'est pas si connu que ça. Donc, est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus, justement, pour les personnes qui écouteraient la vidéo, puis qui ne sauraient pas, en fait, ce que c'est et qui seraient en train de se dire, c'est quoi ce truc? Voilà. Oui, le Housing First, il nous vient des États-Unis. Alors Mhm, là-dessus, mon ancien employeur, Raphaël Boulounine, pour pas le citer, donc qui est psychiatre, c'est vraiment lui qui est allé chercher le concept aux États-Unis, donc il saurait tellement mieux en parler que moi. Et là, il est devenu, il s'occupe de la DIAL maintenant, mhm, direction interministérielle, logement, etc. Donc le Housing First qui est né là-bas, qu'on a ramené en France, qui travaille vraiment, c'est comment dire, on travaille le rétablissement. C'est un dispositif qui s'adresse à des personnes concernées qui ont un vécu de grande précarité, des fois 10 ans, 15 ans de rue, mhm, souffrant de troubles psy et d'addiction plus plus. mhm, Ouais, ça crée. Et donc, c'est des personnes qui vont être aidées par une équipe médico-sociale, donc pluridisciplinaire, pluripro, sur le principe de la multiréférence qui serait un peu compliqué à expliquer comme concept et qui pose beaucoup de questions, même pour les professionnels qui, des fois, ont du mal à s'y retrouver eux-mêmes. En tout cas, voilà, ça aussi, ça pose des questions sur sa pratique. Mais qui, du coup, pour résumer, on va aider les personnes, soutenir le rétablissement à partir du logement. Parce que si on fait, ça inverse un petit peu la logique de l'escalier habituel, où souvent les mhm, personnes qui ont vécu à la rue vont côtoyer des foyers, des CHRS, des je sais pas quoi, et des fois, en bout de parcours, quand tout va bien, finalement, quand vous êtes mhm, prêt à, vous êtes abstinent de, peut-être qu'un jour, ils s'accèdent à un mhm, logement. Bon, ben là, ça vient inverser tout ça. C'est-à-dire mhm, qu'on met les personnes dans le logement. Il n'y a pas j'allais dire, d'injonction de soins. En tout cas, il n'y a pas d'obligation de soins au début. On va évidemment, en tant qu'équipe, amener quand même vers les soins. C'est un peu le but d'aider la personne par rapport à ses souffrances, à sa maladie, à ses addictions. Mais au départ, c'est ça. On mhm, travaille à partir du logement et j'ai envie de dire, on voit ce qui se passe. Parce que c'est un peu ça le rétablissement, c'est on voit au jour mhm. le jour. On Ouais. voit au jour le jour, on va soutenir la personne et puis surtout l'encourager dans ses rêves, dans ses aspirations, dans ses désirs. Enfin, une approche rétablissement, quoi. Et une approche rétablissement, c'est pour dire les choses, moi aussi, de manière un petit peu crue des fois, c'est déjà avoir conscience que les soins, les traitements, les soins, c'est 10-15% du rétablissement, Mmh. pas plus. Et de se dire, Ouais. qu'est-ce qu'on peut travailler d'autre, de plus, de différent, qu'est-ce qu'on va… Mais avec ce truc-là aussi, de se dire, les personnes qui accèdent à un emploi, quand c'est arrivé en France, il faut vraiment se dire que quand la phase expérimentale s'est faite sur 4 ans, je crois que les premières personnes qui ont testé le modèle, on leur présentait des enveloppes, et elles tiraient une enveloppe et c'était « Oh, un logement !» Donc, OK. t'imagines, il y a 15 ans de rue, quoi. Bon, maintenant, c'est plus ça et on est sur des quotas, on fait rentrer. Donc, il y a des commissions qui permettent tous les 2 mois, par exemple, d'accueillir des… Mais il y a aussi ce truc-là où il y a plusieurs principes et notamment que l'accompagnement est Mmh. illimité dans le temps. Du coup, les personnes qui sortent du dispositif, je veux dire les choses, c'est Mmh. souvent par décès où en fait, il y en a peu. L'idée, elles sont c'est même pas locataires au départ, elles sont sous-locataires. Bon, et c'est effectivement de les autonomiser, qu'après elles peuvent être autonomes par rapport au logement, tout ça. Ce qui peut être compliqué, moi ce que j'ai observé en tant que membre de l'équipe d'accompagnement, c'est que des personnes finalement que tu mets voilà, dans un logement, mais qui ont comme principale perspective, on va dire, d'aller effectivement sortir, chercher leur traitement à injection ou que sais-je, des fois, déjà, il y a ce truc de se dire que quand tu vis à la rue, Mmh. tout d'un coup, être dans un logement, c'est pas forcément facile, en fait.
Puis de se dire que si finalement la seule perspective, alors effectivement, l'équipe est là pour essayer d'apporter d'autres choses, heureusement, mais finalement, il y a un truc où moi, comme tu dis, au bout d'un moment, je ne m'y retrouvais pas complètement. Et pour le coup, pour avoir travaillé, j'ai un parcours en entreprise qui a été impacté par ma maladie, mais j'ai un parcours en entreprise. Je n'ai pas non plus été déscolarisée, donc j'ai fait des études, en tout cas, j'ai fait des études jusqu'au master et tout ça. Et en entreprise, je me suis dit, bah, j'ai un parcours qui a été rendu compliqué par la maladie, mais quand tout d'un coup, je suis tombée sur un employeur plus sensibilisé qui m'a aidé, c'est le point de départ de ce 2011-2013, donc c'est cette entreprise que j'ai quittée pour faire de l'associatif, mais du coup, ils m'ont aidé parce que ils étaient plus sensibilisés, ils m'ont aidé à gagner en confiance en moi et tout ça. Donc, c'était un poste où je me suis beaucoup épanouie. Bah, j'ai vu la différence entre les personnes sensibilisées et pas sensibilisées. Et j'ai toujours eu ce truc de se dire, bah, l'associatif, pour moi, ça a été un moyen d'avoir une activité, alors pour le coup, qui n'était pas rémunérée, donc pas professionnelle, mais en tout cas, une activité qui avait du sens. Et je pense que dans les parcours de rétablissement, c'est ça le plus important, c'est de retrouver un sentiment d'utilité. Donc, que ce soit en emploi ou via de l'associatif ou via, mais en tout cas, ce sentiment d'utilité. D'où le fait, alors vous allez voir pourquoi j'ai fait tous ces détours, qu'en France, le Housing First fonctionne main dans la main avec le Working First, avec l'équipe du WFX. Et le Working First, bah, c'est pareil, en fait, c'est le pendant du chez-soi, mais sur le versant emploi. Donc, c'est pareil, ça travaille avec des job coachs formés à l'IPS, donc l'Individual Personal Support, si je ne me trompe pas. Donc, une méthode qui nous vient aussi des États-Unis, qui permet aux personnes, bah, pareil, au lieu de se dire, bah, quand vous aurez acquis toutes les compétences, quand vous serez apte à travailler, bah, vous accéderez à un emploi. Non, là, on se dit, bah, vous avez envie de bosser, ok, vous êtes prêts. Donc, on les met en emploi et ils sont accompagnés par des job coachs. Bah, en France, le Housing First fonctionne avec le Working First et ça fait que les personnes, on leur permet d'accéder à quelque chose parce qu'elles en ont envie. Et ce n'est pas simplement bah, quand vous serez abstinent, quand vous irez mieux, quand vous aurez fait tout votre parcours de rétablissement, vous pourrez. Eh bien non, on permet ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à ce que c'est. Tout ça pour dire que pour moi, peut-être que le Working First faisait plus sens parce que je pense que, et c'est dans ce petit bouquin que je vais placer là. Parfait. Mais c'est très bien parce que j'allais te demander de parler de tes livres, donc c'est génial. Les voies du rétablissement, bah, il est sous-titré La médiation de la pérédance parce que ce petit challenge que je m'étais fixé après avoir écrit 2 bouquins, c'était de, OK, moi j'ai eu la parole, bah, je vais peut-être donner la parole aussi à d'autres. Il n'y a pas que Sabrina Panuco, mon parcours, je crois qu'on s'en fout un peu, mais c'est un livre collectif et je me suis dit, ben voilà, je connais toutes ces personnes, elles ont un vécu d'eux, et dedans, il y a un parcours de trouble alimentaire parce que ça m'intéressait aussi qu'il y en a, mais du coup, c'est des personnes concernées par d'autres pathologies. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui, dans nos parcours de rétablissement, quelles sont les clés, et quand j'ai voilà, fait cette coécriture, on va dire ça, je me suis dit, bah, à chaque fois, il y avait ce truc-là de ce sentiment d'utilité, de qu'est-ce qui a mis le pied à l'étrier, qu'est-ce qui a été le point de départ du parcours. Et je pense que c'est de ça dont les personnes ont besoin, c'est de se sentir, on va boucler tout ça, c'est de se sentir bah, qui on est en dehors de la maladie, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi que je peux, ok, j'ai peut-être certaines limitations, certaines fragilités, réelles ou supposées, j'ai peut-être mais qu'est-ce que je peux faire de tout ça, avec ça ou malgré ça? Et du coup, voilà, encore une fois, l'acte et le rétablissement, c'est pour moi, c'est tellement ça, c'est de se dire, bah, une fois qu'on est au clair avec son parcours, qu'on a pu travailler tout ça, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour moi, vers quoi j'ai envie de me diriger. Et c'est voilà. C'était ça que j'avais envie c'est de dire. l'essentiel, en fait. C'est ça que j'avais envie de dire. Non, mais non, c'était une chouette aventure, ça aussi, comme bouquin, parce que c'était de se rendre compte que, encore une fois, les vécus, quelle que soit la pathologie, vraiment, la clé qu'on a retrouvée, c'était très souvent un boulot où on s'est senti utile. Pour d'autres, c'était effectivement s'engager dans la pérédance parce que c'était une manière de transformer le vécu, de faire quelque chose de ce vécu. Mais c'est
voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de mon histoire? Moi, je crois qu'au vu de mon histoire, on a un peu parlé des institutions, on leur a un peu tapé dessus, mais moi, je vais vraiment taper encore plus fort. C'est-à-dire que je pense que si j'en avais rien fait, je ne serais pas là pour te parler ce Mmh. soir. C'est-à-dire que le Mmh vécu, mh. il est tellement douloureux. Je dis parfois, oui, j'aurais pu retravailler en entreprise. Alors, au début, j'ai fait, tu vois, j'ai fait du secrétariat, des choses comme ça. Mmh Mais mh. j'ai tellement connu la souffrance au travail parce que ça n'avait pas de sens, justement, Mmh. se dire, mais en fait, ça ne me parle pas du tout ce que je fais. Alors, j'ai fait des jobs alimentaires et je pense que je vais cracher sur aucun boulot. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait, je crois que j'aurais beaucoup de mal à retourner dans ce genre de choses parce que Mmh. j'ai connu de la souffrance au boulot, alors non seulement avec la maladie, mais du coup aussi avec des boulots qui n'avaient pas de sens. Donc je suis contente et fière de mon parcours Mmh. parce que je pense que d'avoir occupé le terrain comme je l'ai fait, d'avoir engrangé des connaissances grâce à l'associatif, d'avoir ensuite commencé à me former, d'avoir découvert ces approches, d'avoir, en parallèle ouvert mon cabinet, d'en faire et aujourd'hui je fais plein de petites activités, on va dire, qui sont complémentaires les unes des autres, mais c'est pas je vends, je fais du tricot d'un côté pour, vendre du lait à une vache de l'autre. C'est tout ça, oui, j'ai Mmh. plein de casquettes, mais tout ça, ça ça se ça se combine et je m'éclate dans tout ce que je fais, en fait, quoi. Dans mes Mmh. accompagnements, dans la formation, dans l'accompagnement de projets, dans l'associatif, dans l'écriture et j'espère avoir d'autres projets Ouais. d'écriture. Mais du coup, c'est là où moi je me suis retrouvée, c'est-à-dire que j'ai du mal à être enfermée dans une case et que du Mmh coup, mh. d'être dans plein de petites cases et du coup de faire plein d'activités, qui sont complémentaires, quoi. Mmh. Et tu vois, je pense que ça, justement, ça parlera aussi, à nos voilà, aux personnes qui écoutent, cette vidéo. Le fait justement de ne pas, s'enfermer soi-même et aussi de ne pas enfermer, les autres, que ce soit dans des cases, dans des stéréotypes et même, tu vois, là, quand tu parlais justement de la souffrance au travail, donc ça fera écho avec d'autres interviews qu'on a pu faire, puisqu'on en a voilà, on en a parlé aussi, c'est-à-dire, bah, de pouvoir entendre également, finalement, notre ressenti, notre bien-être au travail, mais aussi de pouvoir entendre parfois notre souffrance et puis, également d'être attentif à celle des autres et il y a aussi un autre point, tu vois, bon, qui me tient un peu à cœur parce que c'est un peu un de mes sujets de recherche en ce moment, c'est-à-dire, la question des troubles psy, justement, au travail avec, le fait que, bah, oui, ça peut être important de pouvoir révéler ces troubles. Alors, bon, pour des questions très pratico-pratiques, comme par exemple obtenir des aménagements, puisque la loi, permet justement d'avoir des aménagements, que ce soit flexibilité des horaires ou même des modalités de travail, mais aussi pour, bah, déstigmatiser également hors du champ de la santé, et pouvoir donner aussi un visage finalement à des troubles qui sont peu connus, mal connus et puis aller à l'encontre des stéréotypes, quoi. Alors évidemment dans le respect de soi parce que, bah, tout le monde n'a pas forcément l'envie ou l'énergie pour, s'inscrire dans une démarche telle quelle puisque ça demande énormément d'énergie, voilà, faut le dire. Mais voilà, ça rejoint aussi ça et puis ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement, bah, l'engagement par rapport à ses valeurs aussi. Voilà. Mmh. Mais enfin, moi, alors j'ai fait, quelques Mmh interventions mh. justement en entreprise, même auprès de la Mmh. SNCF, tu vois? Pour, justement pour Ouais, déstigmatiser et j'ai envie d'aller, de plus en ouais. plus vers ça. Je connais des personnes qui font de vraiment un excellent travail par rapport, à la Mmh. sensibilisation, en entreprise et c'est vraiment je pense que c'est extrêmement important et je pense que les choses Mmh. bougent. Hem, Malgré tout, alors moi j'ai beaucoup témoigné, je fais partie, je commen aujourd'hui je suis contente, il y a vraiment les jeunes générations qui arrivent et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites, mais oui, témoigner, c'est une démarche qui est pas Mmh. facile. On parle de l'entreprise, bah, parler de ses troubles en entreprise, ouais, tout le monde n'a pas forcément, Mmh. envie et je pense que des fois ça peut engendrer de la souffrance et il est temps qu'effectivement les tabous tombent, Ouais. que ça s'ouvre, qu'on puisse, j'ai beaucoup aimé un discours de Tim Grayson, à un des forums rétablissement qui disait, ben, en Australie, les personnes, concernées, alors, en France, on a plein de termes, hein, usagers, Ouais. personnes concernées et cetera. En Australie, ils appellent ça les personnes avec une pensée différente. Ouais. Bah, voilà, il est temps que, voilà, surtout que souvent, enfin moi pour avoir côtoyé, plein de pères, Mmh c'est mh. vraiment des personnes qui, une fois qu'elles se sont un petit peu, plus retrouvées, ont vraiment des facultés, notamment dans les troubles alimentaires, mais de création,
d'artistique. Je connais une médiatrice qui a récupéré tous ses comptes rendus d'hospi, qui est hyper prolixe, qui en fait des choses au niveau artistique et tout ça. On a vraiment des personnes qui ont une pensée parfois différente, mais qui est hyper riche. Et en entreprise, oui, il y a des pères qui interviennent, les choses, je pense, commencent à bouger. Je pense qu'effectivement, c'est important, comme tu le dis, de pouvoir être à l'écoute de soi. Et moi, j'ai mis du temps. Je pense que j'étais tellement cassée par mon vécu. Je suis restée en lien avec certaines collègues qui me disent, mais quand tu as commencé ce boulot-là, celui que j'ai quitté quand j'ai commencé à aller mieux, quand tu as commencé le boulot, tu rasais les murs. Donc, c'était vraiment, j'étais cassée. Donc, je pense que oui, dans mon parcours, j'ai été tellement avec la maladie, puis ensuite cassée, j'ai mis du temps à me reconstruire, machin, que j'étais en souffrance au boulot, mais que finalement, je n'avais pas encore retrouvé assez d'estime de moi pour me dire, mais là, en fait, ça ne te correspond pas, voilà, tu as peut-être autre chose à faire ou à apporter, peut-être que je croyais que j'en étais pas capable aussi. Et du coup, c'est pas toujours facile d'être à l'écoute de soi. C'est pas toujours facile de repérer, comme tu dis, la souffrance chez les autres non plus. C'est pas toujours facile aussi on n'a pas tous la même vision des choses. Je vais citer quelqu'un qui a partagé ma vie, qui est en train de plus vraiment la partager, mais qui pour coup voit le boulot comme quelque chose. C'est mon mari, hein, pour ne pas citer, mais qui du coup arrive toujours à positiver. Il a exercé des boulots qui étaient peut-être moins bien payés, oui, mais c'était plus intéressant. D'autres qui étaient plus intéressés, moins bien payés, mais du coup, enfin voilà. Moi aussi, j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, des jobs alimentaires, tout ça. Par contre, clairement, je suis quelqu'un, et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes comme ça, qui, je ne dis pas que je ne le referai pas parce que je suis comme tout le monde, j'ai besoin de remplir mon frigidaire, de pouvoir payer mes factures, qui faire un boulot juste parce qu'il est alimentaire, moi, ça provoque de la souffrance en moi. Et ça, je pense qu'il faut pouvoir l'entendre. Tout le monde ne l'entend pas forcément. Et j'ai été à l'écoute de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bah, non, ça ne me correspond pas. Encore une fois, je ne dis pas que je ne serais pas amenée, voilà, si vraiment je me retrouve, et ben c'est pas grave, je sais que j'en suis capable, que je reprends tel ou tel poste, mais pour avoir fait des trucs via l'associatif, puis après des choses plus en lien avec mes savoirs expérientiels, puis savoirs plus théoriques, et qu'aujourd'hui je peux facturer grâce à ce vécu. Je peux accompagner des gens, je peux faire de la formation, je peux aller dans les équipes. Enfin voilà, pour avoir touché à tout ça, je pense que j'aurais beaucoup de mal à retourner dans quelque chose qui a, voilà, de plus, comme tu dis, de la petite case, quoi. Donc c'est quelque chose où je suis contente d'avoir été à l'écoute de mes envies, de mes aspirations, d'avoir fait un pari sur l'avenir, parce que tu quittes un CDI pour monter une assoce qui s'est cassé la figure après, donc c'est quand même, voilà. Et ben, je pense que ça valait le coup. Voilà. Super. Un petit mot, j'ai envie de te demander, voilà, au niveau des défis que tu as, même si tu en as déjà beaucoup parlé, mais des défis que tu as pu éventuellement J'attendais celle-là. relever, auxquels tu as été, voilà, ou auxquels tu as été confronté. Évidemment, si tu as envie d'en parler, hein, parce qu'on a déjà pas mal touché aussi au sujet. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels tu as pu être confronté que tu aimerais, voilà, et que tu as pu relever ou que tu es en cours en train de relever, enfin voilà, et dont tu aimerais parler? Bah, c'est sûr. Alors déjà, je m'attendais à ce que ce soit la question suivante parce qu'elle suit c'est la suite logique. Il y en a eu, il y en a encore. Alors, je ne vais pas revenir sur les questions effectivement, on fait des rencontres où j'ai connu le harcèlement personnel, le harcèlement professionnel, parce que du coup, les portes que j'ai pu ouvrir 7 ans après, j'aurais peut-être pu les ouvrir voilà, il y a longtemps. Bon, c'est comme ça, et ça, je pense que malheureusement, c'est dans tous les milieux, et ça aussi, c'est le harcèlement au travail, mais du coup, on en a dans l'associatif, on en a partout. Hein. Tu as la petite association de foot du coin, je suis sûre qu'il y a des problèmes. Dès qu'il y a des enjeux d'ego, de pseudo-pouvoir, de ce que tu veux, enfin, c'est assez catastrophique. Bref, ce volet, je vais le refermer. Après, il y a eu l'enjeu effectivement, de la professionnalisation. Parce que, et ça, là-dessus, c'est quelque chose de très. Je me questionne encore beaucoup par rapport à ça. Parce qu'il y a une sorte de secret de polichinelle, je pense, notamment
Alors, dans les troubles alimentaires, si tu poses la question aux diététiciennes, mais tu en as combien qui vont te répondre qu'elles ont été concernées par un trouble alimentaire? Je pense qu'il y a une sorte de secret par rapport à tout ça, Ouais. qu'on ne se lance pas complètement par hasard dans la relation d'aide. Mais en tout cas, il y avait ce truc-là Mmh. j'ai beaucoup témoigné. Quand j'ai vraiment beaucoup occupé le terrain. Et que du coup, quand tu veux te former, en fait, te professionnaliser, bah, il y a ce truc-là où Mmh. tu as quand même ce gros bagage et on te voit encore à travers le témoignage. Et tu arrives en disant, bah non, en fait, Mmh. peut-être que je me suis formée et qu'aujourd'hui, j'ai peut-être autre chose à apporter que le témoignage. Donc, j'ai dû faire très attention, notamment Ouais. avec les journalistes, euh, quand on me proposait un nouveau projet d'interview de tout ça, où j'essayais de savoir c'était quoi le message, c'était quoi vraiment le fond, le but de l'article, tout ça. Et des fois, ouais, je me retrouvais à nouveau enfermée dans le truc où ben, on a la personne qui témoigne et en face, le professionnel. Et t'es là, bon, au bout d'un moment, ouais, j'en ai un petit peu marre. Donc, mais finalement, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que toutes mes collabs, j'ai eu, je crois, une déception où je me suis dit, effectivement, la journaliste, fallait qu'elle ponde le sujet sur le trouble alimentaire. Tu voyais bien qu'elle n'y connaissait rien. Et je dis, c'est des conseils que je donne aux personnes, même des associations, des fois, qui veulent bien faire et qui en fait, le sujet est tellement mal traité que des fois, bah, un mauvais titre et tu ruines Mmh. beaucoup d'années de travail sur la stigmatisation notamment. Mais il y a ce truc-là où moi, je me suis vraiment, où Ouais. j'en avais marre et donc j'en arrivais à même, on a parlé de la paire aidance, ou à dire à des pères aidants qui disaient, ah, regardez, j'interviens à tel colloque, et tu voyais sur l'affiche, bah, un tel professeur un tel docteur, un tel je sais pas quoi. Et puis le père aidant, c'était malade de je sais pas quoi, Mmh. schizophrénie était là, mais enfin, je sais pas, tu peux peut-être, je sais pas comment dire ça, j'ai pas de leçon à Oui. donner, mais je pense que c'est important du message qu'on envoie. Et malgré tout, bah, un livre, on dit toujours que ce qui est important, c'est le contenu, c'est pas sa couverture. Ouais, mais soigner sa couverture, ça peut être Mmh. important. Et je pense que quand on veut faire bouger les lignes, et ben déjà la manière dont on va se présenter, la manière dont on va pas brader ses compétences. Mmh. Parce que moi, il y a eu un moment où j'avais ce truc, et je pense qu'on l'a tous, hein, ce truc de légitimité. Ouais, je suis OK. Enfin, c'est difficile de. Mais je pense que c'est ce truc de légitimité, Ouais. on l'a enfin, voilà, tous les professionnels, à un moment donné, se posent la question, mais je pense encore plus pour les anciens malades, Mmh. où il y a vraiment ce truc-là, bah, OK, j'ai été concernée, là, je vais facturer, entre guillemets, mes patients clients. Mmh. Euh, mais voilà, il y a ce truc, c'est pas évident. Mmh. Mais du coup, moi, des fois, j'ai tapé sur les doigts des autres pères aidants en disant, mais il y a un moment, voilà, on fait appel à vous. Vous avez des savoirs qui sont extrêmement riches, précieux. Bah, ne bradez pas ces savoirs. Mmh. Donc, alors, je ne sais pas si ça répond, mais il y avait cet enjeu-là quand Bah, même oui, parce que c'est un défi effectivement, Ouais, voilà, mais je pense qu'effectivement quand tu dis: «Ça peut nous concerner tous», moi j'ai envie de dire oui et encore plus toutes aussi. Parce que c'est vrai que je pense qu'on est «nombreuses» entre guillemets à avoir ce syndrome de l'imposteur, encore une fois, quelle que soit notre place pour le coup, et quel que soit ouais, notre métier. je ne l'ai pas enregistré, mais là-dessus, le discours de Aude Caria, directrice du Psycom, avec qui j'ai fait beaucoup de choses avec le Psycom, qui est un Mmh. organisme d'information à la santé mentale, donc indépendant, et qui font un travail génial. Aude Caria a été, du coup, a reçu la Légion d'honneur. J'ai été à sa remise de Légion d'honneur. Elle a eu un discours à couper le souffle en expliquant ce que tu viens de dire, que quand tu es une femme, bah, effectivement, c'est encore plus compliqué. Mmh. Elle était aussi à travailler dans la santé mentale, elle n'est pas psy, ça a été aussi un sacré défi. Alors, je sais que tu me poses Mmh. des questions sur moi et je suis en train de parler des défis de haute carrière, mais pour dire, Non, mais et moi je lui ai dit à l'issue de ça ouais, que, OK, elle a parlé de tout ce qu'elle n'était pas, ben, c'est aussi grâce à ça qu'elle a pu devenir ce qu'elle est, enfin ouais. qu'elle est ce qu'elle est, et qui fait qu'aujourd'hui, elle a reçu la Légion d'honneur. Et je pense que c'est important de pouvoir être au clair avec ça et de se dire, qu'est-ce que j'ai moi à apporter? Et moi, il y a un moment, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un détour sur Aude-Caria. Je ne serai jamais Aude-Caria, mais en tout cas, c'est quelqu'un que Ouais. j'estime et que je trouve que, voilà, mais on parlait des défis. On parlait Mmh. des défis. Et moi, oui, ça a été ça. Ça a été de prendre conscience Mmh. de la valeur de ce vécu, de la valeur du témoignage et de se dire, bon, ben, j'en fais encore, mais par contre, attention à comment il est
utiliser, à quoi il sert, à quel moment je suis OK en fait pour l'apporter parce que je sais que ça va venir servir un truc qui est, comme tu le dis, en phase avec mes valeurs, avec mon éthique. Et donc, par exemple, si je le fais encore pour des associations cauchemaraines, c'est parce que effectivement, je viens nourrir une valeur importante pour moi. Par contre, si c'est faire du témoignage pour faire du témoignage, parce que tel médecin a envie d'avoir la personne qui est passée par là, machin, là, il y a beaucoup moins de sens. Donc, c'est attention à ça. Donc, ça a été effectivement un défi, mais qui est important parce qu'aujourd'hui encore, on est venu questionner un peu la place et tout. C'est pas facile parce que comme toi, on va dire, je fais plus partie du monde institutionnel. D'ailleurs, est-ce que j'en ai, enfin, encore une fois, j'ai exercé dans un dispositif qui était déjà un petit peu alternatif, donc pas complètement, voilà. Donc, j'ai même pas exercé en milieu institutionnel tel quel. Mais du coup, voilà, je suis un petit peu, je suis pas vraiment là-dedans. Donc, moi, ça va dans mes collaborations entre confrères, consoeurs ou collègues. Enfin, j'échange voilà, avec les psychologues, les diététiciens, des pères aidants. Donc là-dessus, ça va, je pense que j'ai ma place. En tout cas, moi, je la trouve. Et voilà, je suis OK avec ça. Par contre, comme je te dis, j'ai peu d'échanges, il y a peu de liens avec les équipes vraiment du soin hospitalier. Du coup, par rapport à ça, je me questionne encore. Quelle est ma place exacte? Je sais que quand je suis arrivée dans le domaine, j'ai un peu fait peur dans le petit monde des TCA, parce que j'ai eu ça hein, comme remarque, c'était on dirait que tu veux bouffer du médecin. J'ai eu ça une fois comme remarque. Donc non, je ne veux pas bouffer du médecin. Par contre, j'avais effectivement beaucoup de choses à dire. J'avais encore mes valises à poser et voilà. Et donc effectivement, j'arrivais, j'ai pas toujours été au début très bien perçue parce qu'avec un discours pas très consensuel en fait. Et j'ai pu, en travaillant sur moi avec les thérapies, avec ensuite l'investissement, avec tout ce que j'ai pu comprendre de tout ça, et moi, me mettre complètement au clair avec mon parcours. Donc, je ne vais pas dire que j'ai toujours le discours le plus consensuel, mais en tout cas, je suis dans quelque chose, je peux comprendre les pratiques actuelles, ce qui a changé, ce qui serait encore à changer, ce qui serait peut-être à amener, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses, effectivement, à faire dans la prise en charge des troubles alimentaires. Voilà, il y a des choses qui bougent, mais c'est pas trop vite le matin et doucement le soir, quoi. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour finir de répondre sur les défis actuels, c'est que je relance mon activité, j'espère que mon nouveau site va enfin voir le jour parce qu'il était hacké ça fait presque 2 ans que je suis sans mon site internet qui permettait à beaucoup de personnes de venir vers moi pour des accompagnements. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça, mais quand même. Ça a été un concours de beaucoup de choses parce que du coup, j'ai aussi vécu un bon tsunami sur le plan personnel dont je ne suis pas encore complètement sortie, donc je ne pouvais pas tout faire et c'est pour ça que j'ai un peu mis mes accompagnements en retrait. Je pense que là aussi, il faut être en accord et je pense que pour des raisons éthiques, c'est important de pouvoir aussi dire, bon, là, moi, j'ai déjà besoin, moi, d'aller bien pour pouvoir accompagner comme je le veux et comme je pense être bon pour la personne. Donc, j'avais un peu mis ça en stand-by. En tout cas, ça a redémarré l'an dernier via la formation et là, je reprends un petit peu les accompagnements. Donc, j'espère maintenant pouvoir redévelopper ça. En tout cas, voilà, j'étais frustrée par rapport à ça. Donc là, ça repart. Le site internet, pareil, ça a été corsé, ce hack. Donc, je pense que voilà, ça va aussi me permettre d'arriver avec effectivement peut-être un nouveau positionnement encore. Et je pense que c'est important de pouvoir, au fil de son parcours, toujours réinterroger, que ce soit sa pratique, son positionnement. Qu'est-ce que maintenant, voilà, avec tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter de nouveau? Donc, il y aura des nouveautés. D'accord. Voilà, teasing. Et super. Et du coup, voilà, ce qui va susciter, j'espère, l'intérêt et puis les questionnements. Et puis surtout, lorsque tu auras réussi à réactiver ton site, n'hésite pas justement à nous le transmettre, qu'on puisse aussi lui donner de la visibilité aussi à notre niveau, parce que je suis certaine qu'il y a des professionnels de santé, que ce soit de notre région ou même d'ailleurs, qui connaissent pas forcément et puis qui seront peut-être même certainement intéressés, quoi. Voilà. Voilà. Je suis toujours ravie par des échanges. À chaque fois que j'ai pu échanger avec les autres professionnels, il y a vraiment ce truc-là d'échange de savoir mutuel.
Et voilà, c'est ça la complémentarité. Parfait. Bien, on arrive sur, la fin un petit peu de notre interview. Du coup, bah, merci beaucoup, pour tout ce que tu as apporté, puis pour cet échange et puis, du coup, voilà, pour aussi, voilà, le fait qu'on ait pu, parler pas mal de pas mal de sujets, en fait. Heu et dis-moi, j'ai envie de te laisser un petit peu, le mot de la fin. Si tu avais un message à faire Le mot de passer, la fin, Cyrielle. ouais, ouais, bah, le paragraphe de la fin, eh oh, Non, voilà, non, mais je faisais des liens avec les troubles alimentaires, c'est tout. voilà. Le mot de la Dis fin. Le Ouais, mot de la fin, le mot de la fin, le mot de la fin. les mots de la fin. Ouais, et ben, déjà, j'ai été ravie de cet échange. Merci. C'est vraiment super riche. Je te suis aussi et j'adore ce que tu fais. Je pense qu'il y aura des choses à faire en lien avec l'association, en tout cas, Moi aussi. j'espère. Que dire? Que dire? Oui, non, tant qu'il y a des projets, enfin voilà, il y a à nouveau Mmh mh. beaucoup d'envie. On va être dans la Mmh. motivation ou motive-action. Donc oui, il y a eu, en début d'année, une formation pour moi, dans le domaine de Mmh. la préparation mentale et donc je souhaite effectivement comme j'ai renoué avec cette valeur forte pour moi qui est le sport, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose par rapport à ça. Alors j'ai pas de diplôme, hem, de coach sportif, d'accompagnement, donc je me disais: «Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça?» Donc il y aura peut-être des choses par rapport à la préparation mentale du sportif ou en tout cas des personnes qui ont besoin, de voilà, que ce soit des sportifs, on va dire, amateurs ou professionnels. Donc j'ai envie de me tourner Mmh. vraiment vers ça, vers le monde de l'entreprise aussi, parce que c'est ce qu'on a dit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça et continuer à libérer la parole. Voilà, je pense que faut vraiment là, faut y aller, quoi. Il faut que les professionnels, Mmh. si le mot de la fin, ça sera peut-être ça, c'est que quand j'étais en, quand j'exerçais en tant que médiatrice santé-père, les médiateurs étaient le Mmh. réceptacle des autres professionnels. C'est-à-dire que les autres professionnels, il y avait ce truc-là avec les autres collègues, il y a, la Mmh. distance, ils pouvaient pas parler de leur vécu et nous, par contre, c'était: «Ah, j'ai fait une tentative Mmh. de suicide. Ah, j'ai vécu une dépression». Bon, il est temps que tout ça, ça s'ouvre et qu'on se rende compte qu'on peut tous, voilà, être concernés à un moment donné, qu'on a tous des savoirs expérientiels, qu'on fait tous de la pérédance et que voilà. C'est pour ça que c'est trop long Non, mais comme mot de c'est la fin. parfait et du coup, et bah, en résumé, c'est voilà, l'écoute, finalement. Voilà, osons et puis osons parler Ouais, quoi, voilà. En tant que professionnel, il y a pas de voilà, je pense que ouais. ouais, je sais pas comment dire ça. Mmh. Ouais, je sais pas si c'est un bon mot de la fin, Cyrielle, Mais tu si, couperas. si, si, moi je suis satisfaite du mot de la fin, Ah, ça et marche. puis de l'ensemble d'ailleurs, de l'entretien. En tout cas, merci beaucoup, d'avoir participé à cette interview, et puis on mettra, du coup en description, en commentaire, les liens vers, bah, vers tes ouvrages et puis également, bah, vers, des dispositifs, bah, que tu nous transmettras. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis, bah, merci en tout cas, encore une fois, d'avoir participé. Merci également à tous ceux et à toutes celles qui ont, suivi cette vidéo et donc et bah, voilà, on espère que cela va participer justement à pouvoir ouvrir un petit peu, les esprits et les perspectives pour chacun et chacune. Voilà, merci Merci à toi beaucoup. aussi, Cyrielle. Merci pour tout. Merci.